Quelqu'un qui a une voix sonore, qui a une voix qui en impose, par les résonances de la voix, on va lui attribuer de la crédibilité. Ah si je parle une voix comme ça par exemple, là je vais être perçu comme, non légitime. Étant donné que le son arrive et qu'il est interprété en 1/10 de seconde, ma voix est interprétée, non pas les mots, hein, mais le son de ma voix est interprété par l'interlocuteur. Automatiquement, il en déduit mon état émotionnel, ma valeur, ma force, ma puissance et mon intention à son égard. Et c'est dans le cadre de cet état émotionnel et de relation que seront interprétés les mots que je vais dire. Les études montrent que une voix qui est plutôt monocorde et qui descend sur les finales et qui en plus a des résonances graves. Par exemple, là, j'ai plus de résonances graves. Ça, ce sera perçu comme une voix crédible. Quelqu'un qui a plus d'intonation, qui va dans les aigus et qui descend dans les graves, sera perçu comme quelqu'un qui est plus proche, plus amical. Donc pour un dirigeant, il faut de la crédibilité, mais il faut aussi savoir se faire aimer. Pour pouvoir embarquer toute une assemblée, il faut avoir ce côté amical. Si je n'ai que le côté amical, ça ne suffit pas. Si je n'ai que le côté crédible et autorité, ça ne suffira pas. Pour négocier, il n'y a pas une voix, mais la voix est essentielle pour négocier. Lors de la négociation, il y a plusieurs phases. Par exemple, à un moment donné, je peux avoir besoin de cadrer. Là, ce sera cette voix qui me permettra de cadrer. À un autre moment, si je veux dépassionner, pour parler de quelque chose de factuel, je vais utiliser une autre musique vocale, si on veut. Et là, il n'y a aucune émotion qui transparaît dans ma voix. À un autre moment, je vais questionner pour amener l'autre à réfléchir, sans exercer la moindre pression. Parce que si je lui pose la question comme ça, bien sûr que j'exerce une pression sur lui et il va être sur la défensive, donc non. Quelqu'un qui maîtrise son tempo, qui décide à certains moments d'aller lentement et puis à d'autres moments d'aller vite, là, il maîtrise son tempo et donc c'est quelqu'un à qui on accordera beaucoup de légitimité, de crédibilité. Toute émotion se déploie dans un certain tempo. Il y a la tristesse, c'est un tempo lent. La peur, c'est un tempo rapide. À partir du moment où je module mon tempo, je joue sur les émotions de mon interlocuteur, mais je joue aussi sur la façon dont il réfléchit. Par exemple, si je donne un tempo rapide, je vais l'amener à réfléchir très rapidement, mais de manière assez superficielle. Si je lui parle plus lentement, je l'amène lui-même à entrer dans un tempo plus lent, alors je vais l'amener à réfléchir différemment, c'est-à-dire à avoir des idées plus profondes, moins larges, mais plus profondes. Quelqu'un qui parle plus fort pour asseoir son autorité. Plusieurs possibilités. Je peux chercher à parler plus fort que lui et on va rentrer en compétition et donc il va parler plus fort et ainsi de suite. On est dans la surenchère et ça peut être utile parfois. Une autre façon, ce sera de se taire et d'attendre. Et une autre façon, ce sera de reformuler régulièrement en me synchronisant légèrement sur lui. C'est-à-dire que s'il parle avec, énergie, avec un peu d'agressivité et que moi je parle comme ça, bon, là il ne va pas m'écouter évidemment. Mais je peux parler avec énergie, mais sans agressivité. Et donc, je vais accélérer mon tempo volontairement pour me synchroniser sur lui, c'est une possibilité. Et peu à peu, je vais ralentir le tempo en vérifiant qu'il me suit. On appelle ça de la synchronisation conduite. On peut arriver comme ça avec quelqu'un d'agressif ou de véhément, à le calmer, sans avoir à lui dire «mais calme-toi», parce que ça c'est insupportable à entendre. Plus on entraîne sa voix à faire des choses multiples, plus on aura de façons possible de l'utiliser dans la relation.